Merci effectivement, Mickaël Bourgeois. Qu'est-ce qu'il y a de plus viril en vous? Oh, c'est compliqué comme question, ça. Je ne saurais pas dire, c'est aux autres de le dire. Je sais pas, ma persévérance à faire des bandes dessinées, peut-être. C'est ma manière de faire de la musculation. Si vous n'avez pas une grande musculature du côté du thorax, est-ce que vous avez une tête qui enfle de temps en temps? En fait, j'ai un ego surdimensionné depuis que j'ai 5-6 ans. En fait, il n'a jamais dégonflé. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'étais déjà persuadé que j'étais au top du top. Donc, non, mais je crois pas que... J'ai toujours eu l'impression que je finirais auteur de bande dessinée. Donc, c'était plutôt, je pense, à l'école, au collège, où en effet, je pense que j'étais un peu prétentieux parce que je pensais que les autres ne voyaient pas que j'étais un auteur de BD, en fait. Alors que non, j'étais un élève, je sais pas. Maintenant, je suis totalement détendu avec ce que je suis devenu. Vous dites souvent qu'il y a de plus en plus de tensions en fait, entre les relations garçons et filles. Comment vous le ressentez, ça? Bah, moi, c'est surtout dans l'observation que j'ai fait en bande dessinée. J'ai fait pendant des années une bande dessinée qui s'appelait La vie secrète des jeunes, où je racontais des scènes que je voyais dans la rue, dans Charlie. Et c'est aussi dans les cahiers d'Esther, d'après les histoires d'une petite fille, d'une vraie petite fille de 10 ans, qui me raconte ses relations avec les garçons. Et en effet, j'ai le sentiment que les garçons et les filles ont l'air de s'éloigner encore les uns des autres, alors qu'à mon époque, on Moins de était... mixité. Oui, je sais pas, mais peut-être c'est difficile de parler en généralité, mais j'ai l'impression qu'il y a un retour de l'homme fort et la fille qui est un peu soumise. Qui joue à la marelle? Joanna Marel, par exemple, la vraie Esther m'a raconté que c'était les garçons qui décidaient quelle était la beauté. Et c'est étrange de dire un truc comme ça. C'est les garçons qui décident quelle fille est belle ou pas. C'est pas nous ou les filles entre elles. En fait, c'est une forme de soumission Aux critères de aux beauté. critères de beauté des garçons. Comment vous faites pour éviter les clichés, les schémas? Et ben, c'est un peu difficile, mais je pense que ce que j'essaye de faire, c'est de ne jamais généraliser. C'est pour ça que quand on me demande souvent des choses sur justement les garçons et les filles, c'est difficile de répondre concrètement. Moi, j'explore des faits, en fait. Je raconte des faits. Mais par votre travail, est-ce que vous tentez de modifier les préjugés? En fait, pas concrètement. Je me dis pas, tiens, je vais faire une bande dessinée pour modifier les préjugés. D'ailleurs, quand on essaie de faire ça, c'est le meilleur moyen de faire complètement, de se louper. Mais je me dis, par exemple, dans l'Arabe du futur, j'avais envie de raconter, moi, quelle avait été ma vision de petit garçon, de la vie dans ce petit village syrien. Une vie campagnarde, comme ça. J'avais pas l'impression d'avoir vu ça quelque part. Voilà. Vous pensez que votre histoire intime peut être universelle? J'ai envie que le lecteur se pose des questions en la lisant. Voilà. J'ai pas envie de la rendre universelle, mais le regard de l'enfant comme ça sur une famille de deux cultures. J'aime bien que le lecteur se pose des questions et que je suis pas fan des livres ou des films qui exposent trop clairement leur idéologie. Voilà, moi, souvent, dans les librairies, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Oh, votre père, c'est un bel enfoiré. » Puis 3 personnes plus tard, il y en a un qui vient me voir et me dit « Oh, je l'ai trouvé gentil. » Et j'aime bien qu'il y ait ces deux aspects-là. Mais en décrivant sa famille, est-ce qu'on est objectif? Non, alors je confonds souvent objectif et subjectif. Non, moi je suis subjectif, c'est mon point de vue. Oui. Non, bien sûr. Vous Oui. êtes partial. Oui, je suis à la fois partial et aussi j'oriente, je ne raconte pas tout. Mais l'Arabe du futur est vraiment centré sur le personnage du père. Donc je pense que j'étais assez réaliste sur lui. Oui. Mais alors, votre mère, elle est assez peu présente. Alors, dans Pourtant, le 3, elle commence à arriver. Elle me paraît bien intéressante pourtant. En fait, dans le 3e volume, c'est là où la suite va... Enfin, j'amorce ce qui va arriver par la suite. C'est que là, elle ne veut plus vivre en Syrie. Elle Donc, passe son temps à faire des puzzles voilà. de 5000 pièces. Elle s'ennuie considérablement. En plus, c'est une femme qui a fait des études. Elle a envie de bosser. Elle était très effacée dans les 2 premiers volumes parce que c'était une mère au foyer. Et donc, elle attendait que mon père devienne riche. Et comme lui, il n'arrêtait pas de dire que ça allait arriver du jour au lendemain. Et là, en effet, elle commence à se rendre compte dans le 3e volume qu'il y a peu de chances que cela arrive et un conflit apparaît. La BD, elle a été traduite en 17 langues. Oui. Dans les pays arabes aussi? Alors non, pour la simple et bonne raison qu'il y a moins d'éditeurs en langue arabe et que l'éditeur arabe qui était intéressé
vous voulez faire le premier volume uniquement et voir si ça marche pour faire la suite. Alors moi, je ne veux pas qu'il y ait que le premier volume en arabe, je veux qu'il y ait tout. Donc je proposerai tout à l'éditeur quand j'aurai les 5. Et vous seriez d'accord pour que ça paraisse dans tous les pays ou dans certains pays? Non, ça c'est compliqué. J'ai toujours pas répondu à cette question. Je sais pas si... Parce que ce qui est difficile, c'est que si votre bande dessinée sort dans un pays pas démocratique, par exemple, chez un éditeur qui ne la censure pas, il se peut que l'éditeur soit complice du gouvernement. En général, c'est les classes élevées de la société. Donc j'ai tendance à penser que non, c'est pour ça que Non quoi? Bah non, pas dans tous les pays. Je préférais les pays démocratiques. Rien. Vous craignez aussi qu'un éditeur apporte des modifications, censure? Non, je pense que ça, c'est pas possible. Enfin, c'est interdit par le contrat. Déjà, les éditeurs n'ont même pas le droit de changer la couverture de mon livre. Donc, ils n'ont même pas le droit de changer le papier. Parce que je suis un maniaque et c'est moi qui choisis le papier, le format. Je vais chez l'imprimeur et je lui fais recommencer. Ah oui, tout est bétonné. Ah bah, je suis un psychopathe. J'épuise des gens, mais vous n'imaginez même pas, je fais refaire des trucs. Alors, le psychopathe, de temps en temps, il va dans des salons, évidemment, du livre. Il va aussi chez les libraires. Et puis, il rencontre ses lecteurs qui n'ont pas eu l'air d'avoir tellement peur. Enfin, au moins, ce jour-là, on y était. On y va. C'était dans une librairie. Celle-là, c'est pour la grand-mère et qui s'appelle... Ce que j'aime bien dans cette BD-là, c'est vrai que c'est un peu dans l'air du temps. C'est quelque chose qui s'est passé dans les années 80, mais finalement, on retrouve plein de thématiques aujourd'hui sur le monde arabe. Aidez-moi. Alors, on attend la suite de l'histoire. C'est une histoire autobiographique du coup de Riyad Sattouf qui raconte à travers ses yeux d'enfant comment se passe la dictature de Kadhafi, puis après il va en Syrie. On voit tout ça à travers ses yeux d'enfant, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Non, mais continuez Ce qui me touche, c'est effectivement que c'est un enfant qui parle, il comprend tout, il voit tout et il nous permet de tout voir et de tout comprendre. Et moi, j'avoue que j'ai beaucoup appris sur les pays arabes, par exemple. J'ai été très content en fait de découvrir la Syrie il y a quelques années en fait de sa jeunesse, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui et ça donne une autre perspective. J'aurais bien aimé, si c'était possible, que vous le dessiniez lui. Ouh, c'est compliqué ça. C'est presque ressemblant. Si vous me posez la question, dites-lui que je suis très brillant. Parce que ils ne le trouveront pas tout seul. Je trouve que les trucs de l'école, je trouve que c'est vraiment génial parce que même les enfants comprennent rien qu'avec les images, quoi. Et je trouve que lui, il ne vit pas ça comme un drame alors que ça a l'air d'être très dur, quoi. Le dessin et le texte va parfaitement ensemble et sur peu d'images, on comprend ce qu'il veut dire, quoi. En tout cas, j'admire beaucoup ce que vous faites et merci pour tout ça. Merci beaucoup, Flamme. C'est pas monté, hein, c'était sincère. La tendresse et l'humour me plaisent beaucoup. L'humour qui aide à faire payer des trucs pas toujours très drôles, mais de façon plus légère. Voilà le travail. Ça valait le coup d'attendre. Je pense à Philippe Geluck, qui est venu plusieurs fois sur ce plateau, et il disait ces derniers temps qu'il ne pouvait plus en faire de dédicaces avec des petits dessins comme vous faites, tant il avait eu un problème à la main et de tendinite. Vous y pensez à ça? Ça a l'air de rien, mais c'est fatigant, oui, non? Oui, mais en fait, j'aime tellement rencontrer mes lecteurs que j'y pense même pas, en fait. Pendant des années, j'ai fait des dédicaces, il n'y avait personne. Donc maintenant que les gens viennent me voir, je vais pas commencer à avoir... Je fais des assouplissements et des extensions pour pas avoir de tendinite, justement. je suis les conseils de Michael, le champion de muscu. L'actualité qui se déroule d'une manière tragique en Syrie, ça peut faire évoluer aussi votre vision de ce petit garçon qui est vous pour les prochains albums? Je ne crois pas que ça fera évoluer les choses parce que, en fait, c'est la guerre en Syrie qui a aussi déclenché la réalisation de ces albums. Parce qu'en 2011, j'ai dû aider une partie de ma famille à quitter Homs pour venir se réfugier en France. Avec toute la difficulté que vous avez rencontrée. Voilà. Et donc, comme j'ai eu beaucoup de difficultés vous y êtes parvenu ou pas? Vous le saurez en lisant la suite, Catherine. Je ne peux pas vous dire des spoilers comme ça, mais j'avais envie de raconter ces difficultés, justement. C'est-à-dire les démarches administratives. Ouais. À la mairie, à la préfecture, c'est vrai que les gens, en général,
Peut-être parfois on a l'impression que la France est une passoire et que n'importe qui peut venir en France. Or c'est absolument faux, c'est très compliqué d'entrer en France. Et j'avais envie de raconter ça, justement. Mais pour pouvoir raconter ça, il fallait que je raconte l'histoire depuis le début. Et donc c'est là que je me suis lancé dans l'Arabe du futur. Vous êtes toujours en contact avec les membres de votre famille qui sont restés en Syrie? Oui, je suis en contact avec certaines personnes, oui, de la bande dessinée d'ailleurs, encore. Mais comment vous y parvenez? Grâce à Internet. Par Internet. Mais en Syrie, plus vraiment, parce que la plupart des gens ont quitté la Syrie. Des gens de ma famille, ils sont réfugiés dans les pays voisins ou au Liban, en Jordanie. Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention de Poutine en Syrie? Ça, c'est compliqué. Moi, j'assiste à ça comme tout le monde. Ça me semble logique, en fait, que les Russes, comme je vous le disais tout à l'heure, la Syrie est un pays soviétique qui était allié de l'URSS. Nous, quand on était enfants, tous les enfants de ma classe, on rêvait d'aller en URSS. Ça vous paraît logique, mais vous le regrettez? Ah oui, bien sûr. Disons que la Syrie est le symbole de l'impuissance du monde. Enfin, le monde a abandonné la Syrie complètement, quoi. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de... C'est terrible. Le fait qu'il y ait une coalition, quand même, qui soit présente, qui intervienne. C'est vrai que je ne sais pas. C'est toujours difficile de commenter par le prisme des médias, parce qu'évidemment on voit des choses horribles. Après, je ne sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que le village où j'habitais est quasiment désert et a été bombardé par les Russes. En fait, il avait échappé à la guerre et il a été détruit par les Russes récemment. Vous affirmez en fait que la France est un des endroits les moins pires sur Terre. Ça change d'entendre ça, cette période de French bashing. Moi, en fait, souvent, je réfléchis, je me dis, mais où est-ce que j'aimerais bien aller ailleurs qu'en France, par exemple? Et je ne vois pas. J'adore la France. J'aime bien le fait qu'on puisse dire que la France, c'est nul, par exemple. Parce que c'est pas possible dans tous les pays de dire que les Français, ils se critiquent tout le temps eux-mêmes, il y en a marre. Mais je trouve ça j'aime beaucoup les Français. En fait, le fait de jamais se satisfaire de ce qu'on est quelque chose de très agréable, je trouve. Les Français sont jamais contents, mais c'est pour ça qu'ils sont super. Enfin, je sais pas. Et en même temps, on a un pays très accueillant. On se pose vraiment des questions sur le racisme. Je sais pas, c'est un questionnement de société. Le racisme est interdit. Il y a des pays partout dans le monde où les gens, c'est institutionnalisé le racisme. Si vous allez au Japon, les gens sont très racistes. Ou en Russie, n'en parlons même pas, il y a des partis d'extrême droite. En France, il y a un questionnement, je trouve. C'est vraiment un pays que j'aime beaucoup. Vous avez un fils? Ouais. Est-ce qu'il est en âge de lire? Non, pas du tout. Il est en âge maintenant d'admirer les camions poubelles. C'est sa passion. Ah, les camions poubelles. Ouais, les camions poubelles. Pourquoi pas, il sera éboueur. Ou alors concepteur d'un système révolutionnaire de traitement des déchets. Ah, vous avez de l'ambition pour lui? Pas forcément. Voilà, peut-être qu'il trouvera des systèmes de retraitement et de recyclage révolutionnaires, on ne sait jamais. L'écologie, c'est le grand problème de demain. L'amitié